Donc là, on va plus parler en fin de compte, maintenant qu'on a un peu introduit, on a un peu parlé, on va pas parler de l'histoire de la méditation. Je pense que les gens ont compris, ils savent c'est quoi un peu. Mmh. Donc, revenir donc plus sur les personnes qui sont des high achievers, qui veulent créer leur société, ou qui actuellement ont des difficultés, hein, parce que moi ça m'est arrivé aussi, hein, qui ont peut-être au bord de la liquidation, qui ont des gros soucis, qui ont besoin en fin de compte, de lâcher prise, de pouvoir penser clairement. Quel conseil tu donnerais, surtout qu'on m'a dit dernièrement, alors je sais pas si c'est vrai, qu'on a 80 000 pensées par jour, c'est ça? C'est vrai? Alors là aussi, il faudrait vérifier, mais en disant qu'on en a un paquet. C'est vrai que c'est tout on sort du lit, dès qu'on commence à émerger du sommeil, la machine commence à s'enclencher et généralement, ça va jusqu'au bout de la journée où on va dire, c'est notre mode par défaut. Mmh. On est tout le temps effectivement, tout le temps dans les pensées et Et souvent, ce qu'on vient de te couper, c'est souvent ce qui va, voilà, empêcher les gens de dormir. Beaucoup d'entrepreneurs, quand on leur pose la question, même si certains, ont une bonne santé et dorment facilement, mais beaucoup d'entrepreneurs, les gens qui ont des gros projets, ont souvent tout dans la tête. Et donc, le but, c'est de sortir ce qu'il y a dans la tête pour pouvoir s'endormir. Donc, il y a des techniques comme écrire, c'est son objectif, ou plein de choses. Mais là, pour faire simple, un peu de méditation. Est-ce que tu penses que c'est des choses qui peuvent aider à libérer son esprit à un moment et repartir sur autre chose? oui, bien sûr. Oui, effectivement, c'est vrai que parfois, il y a tellement de pensées en soi que même ça nous réveille la nuit. C'est-à-dire que la personne est épuisée de sa journée, donc elle s'endort, mais après le mental, il a tellement l'habitude de tourner que même durant la nuit, ça commence à se réenclencher et là, on se réveille et si on commence à réfléchir au boulot qu'on a ou au choix que l'on a à faire, là, on peut passer 2 3 heures, à ne pas pouvoir dormir. Donc c'est vrai que les entrepreneurs, les gens qui ont des projets importants peuvent subir cela et la méditation va grandement aider. Hem donc on va voir comment ça peut aider, mais ça par rapport à ces pensées, ça aide à mieux penser aussi. Parce que la plupart de ces pensées sont des pensées qui sont un peu compulsive, un peu fragmentée. Tu peux imaginer par exemple une personne qui est posée, à son bureau ou bien qui est dans un café et qui a le regard figé, su au sol ou devant elle et qui est complètement perdue dans ses pensées. C'est pas nécessairement des pensées utiles, constructives. Donc la méditation, ça va En fin de compte, c'est ce qu'elle me disait, excuse-moi de te couper encore, je suis un oui, peu impoli. pas de Mais souci. comme je te dis, je suis fan de podcast et le podcast que j'écoutais, en fin de compte, ce gourou du podcast, enfin de l'imitation disait: «Quand tu as 80 000 pensées, imaginons que tu en as 60 000 qui sont des mauvaises, c'est pas bon». Donc le but de la méditation, c'est en fin de compte de bouger ces mauvaises pensées pour arriver à en avoir le moins possible et comme tu disais, pour avoir une clarité d'esprit. Comme tu es entrepreneur, tu as besoin de prendre des bonnes décisions et tu prends des Mmh. bonnes décisions parce que ton esprit est clair. Oui, tout à fait et ouais, voilà, les entrepreneurs, moi, j'ai beaucoup de sympathie et d'empathie pour eux parce que j'en suis un également et j'ai pu en accompagner de nombreux et c'est vrai que c'est quelque chose qui nécessite souvent un plongeon dans l'inconnu parce que lorsqu'on est entrepreneur, ben, on innove, on essaie de nouvelles choses, on sort des sentiers battus et cela va nécessiter de faire des choix. Cela va aussi nous amener souvent à nous confronter à des difficultés, à des obstacles. Donc en cela, la méditation va aider par rapport à 3 éléments et si tu veux, on va les découvrir ensemble et comme tu le disais aussi justement auparavant, il y a de plus en plus de personnes justement que ça soit des entrepreneurs, qui créent leurs propres projets ou des chefs ou des personnes qui travaillent dans des grandes entreprises ou qui gèrent de grandes équipes. Tu as de plus en plus de personnes qui utilisent la méditation parce qu'elles perçoivent cela comme un outil qui est extrêmement utile et elles proposent aussi la méditation dans leur entreprise, que ça soit Google, Facebook, toutes ces grandes entreprises de la Silicon Valley ou tout ce qui est En parlant de ça, c'est la les passion, startups. c'est le nouveau hobby de Bill Gates. Donc, pour te dire, il fait en plus de la pub à la méditation. Excellent, tant mieux. S'ils commencent à mettre ces grands moyens pour promouvoir la méditation, ça sera bien pour tout le monde. Et on parlait aussi avant de Tim Ferriss, qui anime un podcast Oui. que tous les deux on connaît. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais je pense que 70-80% des personnes qu'il interviewe, qui sont des high achievers, comme tu disais, des personnes Qui qui ont fait des avancent, grandes qui font choses, ouais. avancer les choses, qui prennent des risques, qui font bouger la société, eh bien 75% de ces personnes méditent régulièrement, ont une forme ou une autre de méditation, parce que notre plus grand asset, notre plus grande force,
notre principal outil, c'est nous. C'est c'est notre capacité de travail, c'est notre capacité de concentration, c'est notre capacité d'attention, de prise de décision. Et investir dans cela, c'est certainement le meilleur investissement qu'on puisse faire. Donc, Donne-nous donc les 3 étapes, parce que chaque fois, j'arrête alors pas de te oui, couper, donc pas de souci. Alors, les 3 étapes. La première étape, c'est dans la pratique de la méditation, c'est déjà c'est de revenir dans le moment présent. C'est de prendre l'habitude d'être attentif à ce que je ressens dans l'instant, c'est-à-dire à prendre un moment pour simplement revenir, de sentir respirer, peut-être sentir ce mouvement d'expansion au niveau du corps lorsqu'on inspire, suivi d'un mouvement de relâchement à l'expiration, et c'est d'être vraiment là, avec ce que je vois, avec ce que j'entends, avec ce que je perçois. Donc, développer cette capacité de présence, donc ça c'est la méditation de pleine conscience, va déjà nous permettre de récupérer et de moins subir le stress. Parce qu'on sait aujourd'hui que notre réponse au stress, c'est une réponse qu'on a héritée de nos ancêtres, c'est une réponse physiologique du corps qui nous permet de faire face à un danger. Donc à l'époque, c'était une réponse qui nous permettait de très rapidement réagir lorsqu'on était face à une bête sauvage, face à une tribu hostile. Donc en un instant, la physiologie elle change, le cœur bat plus vite, les pupilles se dilatent, l'irrigation du sang va plutôt aux muscles, des jambes, des bras pour courir, le système digestif s'arrête. Donc tout le corps change au niveau physiologique très rapidement pour nous permettre de survivre, de s'évader, de fuir, de nous battre. Et c'est un mécanisme extrêmement efficace qui a permis donc à l'humanité de survivre jusqu'à aujourd'hui. Alors, de nos jours, on a beaucoup moins, bien sûr, de dangers physiques. On est rarement exposé à un danger physique, mais c'est la même réaction de stress qui s'enclenche lorsqu'on est euh, agacé par des situations extérieures, lorsqu'on perçoit une agression, lorsqu'on est rejeté, lorsqu'on est face à une figure d'autorité, donc à tout ce qu'on peut appeler le stress, on va avoir la même réaction de stress, c'est-à-dire qu'on va avoir une tension qui s'installe au niveau du corps, comme si on était en danger physique. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ce qui va nourrir et maintenir cet état de stress, ce sont les pensées. C'est-à-dire une personne disons, va avoir une contrariété par rapport à son patron, ou par rapport à un client qui n'a pas payé, ou par rapport à un projet qui n'aboutit pas. Donc elle va vivre ça comme un danger, elle va se sentir en danger, parce qu'à une époque, être en difficulté économique, c'était potentiellement se retrouver exclu du village, c'était potentiellement se retrouver dehors à mourir de froid ou mourir de faim. Donc encore aujourd'hui, instinctivement et physiologiquement, lorsqu'on est rejeté, lorsqu'on perçoit un échec, on se met en mode de stress. Et le problème avec cela, c'est qu'on va entretenir cela, cette tension en soi, à travers les pensées. C'est-à-dire, plus je ressasse cette situation, plus je me pose des questions. Pourquoi il a fait ça? Comment je vais en sortir? Je ne suis pas à la hauteur. C'est peut-être pas une bonne idée. Il faudrait peut-être que je reprenne mon travail. Plus on va nourrir de pensées une situation désagréable ou qu'on a perçue comme une agression, plus on va entretenir cette dynamique de stress. et en plus, même de couper, parce que moi, ça m'a fait penser à ça, on en a parlé avant. Et ce stress-là, souvent, tu veux le régler différemment, parce que tu n'as pas connaissance de la méditation. Pas rester devant la télé pour dire voilà, je vais m'aérer l'esprit devant la télé, en compte avec une mauvaise position, manger du sucre, enfin plein de choses. Bon, je vais un peu loin, mais bon, parce qu'on en parlait un peu avant. Et donc, ben, en fin de compte, ça va aggraver ton état de santé et ton état physique. Oui, c'est exactement ça. Soit on va jeter de l'huile sur le feu en ajoutant des pensées sur les pensées, c'est-à-dire on va se dire, bon, là je suis bloqué et je vais essayer de trouver une solution mentalement. Je vais me projeter, je suis bloqué. Je repense au passé, à nouveau, je me sens démuni ou je n'ai pas les ressources pour y faire face. Donc les pensées, c'est une voie qui va créer de plus en plus de stress et à un moment, on va arriver à saturation et là, on n'en peut plus. Le corps n'en peut plus et on va se dire, bon, j'ai besoin d'un break, on va se poser devant la télé, là on va se distraire. Donc soit on va chercher avec le mental et accumuler l'attention, soit on va chercher à se distraire à travers la télé, à travers le plaisir des sens, qui est un moyen de se distraire aussi. Donc tout ce qui va enlever l'attention en soi, donc tout ce qui va nous empêcher de penser, comme la télé, l'alimentation, le sexe, sortir dehors, passer du temps avec des amis. Donc toutes ces choses-là sont des distractions pour éviter de ressentir l'inconfort. Donc dans les deux cas, nourrir le stress avec les pensées, ça va l'accentuer. Se distraire,
ça va marcher à un certain moment, mais ça va avoir des effets secondaires. On va manger trop de sucre, on va être sédentaire, on va prendre du poids, donc c'est pas la solution non plus. Donc on comprend maintenant pourquoi effectivement, lorsqu'on est dans un projet qui nous tient à cœur, on peut être dans les pensées, créer du stress, ensuite avoir ces moments d'échappement, ces moments de distraction qui ne sont pas nécessairement la solution non plus, et se sentir bloqué. Donc le premier bienfait de la méditation, c'est que ça va nous apprendre à sortir de ces mécanismes de stress sans forcément avoir besoin de nous distraire à travers le sucre ou à travers la télévision. Ça va nous permettre de voir vraiment ce qui se passe, donc sentir que oui, j'ai beaucoup d'agitation en moi maintenant, sentir que j'ai de la tension au niveau du corps, sentir que je respire pas assez, que j'ai peut-être une oppression au niveau de la poitrine. Et le simple fait de passer 10 minutes, 15 minutes à ressentir ce qui se passe maintenant, à ressentir donc ma respiration, mais aussi les tensions que j'ai en moi, ça va mettre une pause au niveau des pensées. Et ça, on sait maintenant que cette capacité d'avoir ces moments de pause va nous permettre de grandement limiter l'accumulation de tension et de l'accumulation de stress. Et donc ça, tu peux voir, Thierry, que ça peut qu'aider une personne qui est dans une dynamique qui est dans un Et projet donc ça, c'est important. que 10 minutes par jour, en fin de compte. Voilà, 10-15 minutes par jour déjà vont faire un grand bien parce que ça va nous permettre de ressentir qu'il est possible d'avoir ces moments de pause. Et surtout, Heu, parce qu'en fin de compte, parce que là, bizarrement, quand tu parlais de ça, donc j'ai eu des images, parce qu'on pense en images, comme tu sais. Et le peu de fois que je prends le transport, dernière fois, je crois, il y a 1 mois et demi avant les grèves, je prends le transport et je vois 2 personnes, alors, peut-être c'est plus féminin, qui se mettent devant moi, qui ferment les yeux. Je me dis: «Mais elles dorment ou?» Et j'ai l'impression qu'elles étaient en train de méditer et on m'a dit: «En fin de compte, tu peux méditer n'importe où». oui, c'est vrai Donc c'est pas ce automatiquement être assis avec le tapis, à faire du tu peux, mais en fin de compte, méditer n'importe où. Tu as 10 minutes dans parce que souvent on dit: «Ouais, j'ai pas le temps de méditer» ou «J'ai pas envie». Mais bon, surtout quand j'ai pas le temps, techniquement, tu es en train de me dire que tout le monde peut méditer à tout moment, quand on veut. oui, tout à fait. Alors à noter que qu'on dit qu'il est plus facile d'apprendre à naviguer par temps calme que par tempête. Heu, donc effectivement, si tu es dans un cadre où tu es, très sollicité, c'est-à-dire où ton attention, elle va être très sollicitée par l'extérieur. C'est-à-dire si je suis dans le métro ou en train de marcher dans la rue, il y a beaucoup de monde, mon attention, elle va avoir naturellement tendance à scanner l'environnement pour voir si je reconnais quelqu'un, pour voir s'il y a un potentiel danger. On est et ça va être un peu plus difficile de vraiment rester avec ses ressentis. Mais Quel par contre quel que soit le niveau de méditation. Parce que toi, est-ce non, que toi, tu pourrais non, le faire, toi? voilà, donc ce que j'allais ajouter. Par contre, si tu commences à le faire dans un cadre où tu es en sécurité, au calme, où ton attention n'est pas sollicitée par un tas de choses extérieures, plus tu le fais lorsque tu es au calme, plus tu développes cette capacité d'être à l'écoute de ce qui se passe dans le moment présent, et plus ensuite tu pourras effectivement le faire dans des situations, plus stressantes, ou dans le métro, ou ou dans des endroits où on s'imagine pas pouvoir méditer, mais où effectivement tu peux parfaitement, être pleinement présent à ce qui se passe autour de toi, et même t'amuser à passer ton attention, sur ce que j'entends, sur ce que je vois, sur ma posture, sur mon corps, sur ma respiration. Donc oui, tu peux le faire, mais il est plus facile au départ de commencer cela dans un cadre où tu es, dans un cadre en sécurité, où tu es au calme, dans un relatif silence, qui sera plus facile pour canaliser l'attention. Bon, bah, ceux qui sont comme moi, qui ont des enfants, il faut aller descendre dans le jardin, il faut aller dehors parce que ça va être compliqué. Oui, après c'est vrai qu'ils Ou sinon, il faut le faire avec eux. Je vais essayer de le faire avec eux, c'est le plus simple. Je vais les apprendre. Si ils ont si ils ont quel âge tes enfants? j'ai donc 19 mois, j'ai, 5 ans et j'ai 8 ans. Oui, à partir de 5 ans, Et 8 ans. en plus, c'est avec eux que je fais le yoga, donc c'est même eux qui me forcent parce ils adorent le yoga. D'accord. Ça les fait rire, des fois on fait des positions et bon, ils sont plus souples que moi, donc des fois, ils se moquent de moi. Donc voilà, mais bon. Je t'ai coupé, donc on a parlé donc du 1er, tu avais 3 étapes. Voilà, donc On a fait la première, je crois. oui, donc 3 bienfaits. Le premier bienfait, c'est cette capacité de sortir du mental qui, comme on a vu, crée le stress. Donc du coup, on va avoir des moments de pause qui vont nous permettre de nous ressourcer. Donc et après, oui, comme on a vu aussi, ça va être souvent aussi une transition vers une meilleure hygiène de vie. Plus j'ai ces moments de pause, plus j'ai conscience des tensions qui sont en moi, plus je vais avoir envie de me faire du bien. Donc si on commence à se faire du bien au niveau, de la vitalité du corps, ça sera un énorme plus
dans notre capacité de travail. Ensuite, le deuxième bienfait, qui est vraiment la continuité du premier, c'est la capacité de réfléchir avec présence. Parce que les pensées peuvent avoir une qualité très fragmentée. Donc, c'est vraiment cette perte dans le mental. C'est lorsque je commence à avoir des pensées en boucle où j'ai tendance à réfléchir au même sujet, à la même situation encore et encore, et encore et encore. Donc, ce n'est pas des pensées qui sont productives, ce n'est pas des pensées utiles, c'est plutôt des pensées anxiogènes qui vont accumuler la tension en soi. Donc, lorsque je commence à prendre l'habitude d'être attentif à mes ressentis dans le moment présent, je vais aussi commencer à pouvoir réfléchir et m'exprimer, que ce soit sur un papier ou même à voix haute, donc mettre en mots euh, ce que j'ai besoin d'exprimer. C'est-à-dire, je peux être dans une En fin de compte, situation où... ce que je vais traduire parce que moi, j'ai eu le même problème avec. Enfin, j'ai écouté un autre podcast de Robert Kiyosaki que tu vas connaître. Il est très business et il interviewait un coach et il disait qu'en fin de compte, comme tu disais, que quand on est dans le passé, qu'on ressasse le passé, souvent c'est les mêmes pensées. Et donc là, en fin de compte, si j'ai bien compris ce que tu allais dire ou ce que tu disais, c'est qu'on va pouvoir voir où est le problème et virer des pensées, c'est ça? Oui, disons que on va... Parce que si elles reviennent, ça n'a pas de sens, c'est un peu stupide de repenser au même problème, donc à un moment, faut les régler, quoi, simplement. Oui, Et parce qu'il dit, en fin de compte, à cause de ça, les mêmes pensées, souvent on procrastine. On a les mêmes problèmes, on n'avance pas en fin de compte. On se fait du mal pour rien, on repense les mêmes pensées, il suffit de oui, trouver une solution et de prendre une pensée positive, de la bouger et sortir celle qui est négative. Voilà, c'est ce qu'il expliquait. oui. Disons que comme tu disais, les pensées du passé ou les mêmes automatismes de pensée ou la même façon de réfléchir, très souvent, ça met en lumière des contradictions qu'on a en soi. C'est-à-dire, j'ai je sais pas, par exemple, j'ai besoin d'investir dans cet outil informatique pour mon travail, mais en même temps, j'ai pas les ressources financières. Mais c'est important que j'investisse parce que c'est ça qui va me permettre d'avoir les ressources. Donc, à chaque fois qu'on va être dans une situation, on va avoir des contradictions en soi. Et ça peut être au niveau personnel aussi, hein. Ça va être, voilà, je reste avec cette personne ou je la quitte ou je vais à ce second rendez-vous ou pas. Donc, à chaque fois qu'il y a des contradictions ou une tension en soi entre un dilemme, c'est-à-dire j'ai un choix à faire, mais les deux directions, dans les deux ou les trois directions qui se présentent à moi, bah, dans chaque direction, il y a un problème, ou il y a une tension, ou ça va me coûter quelque part ailleurs. Donc, à chaque fois que je vais être dans une situation comme ça, et ça, on est très souvent dans ce genre de dynamique, et quand on ressasse par rapport à cela, on se heurte à des murs et ça remue le problème et il y a de moins en moins de clarté. C'est-à-dire on sature, on n'arrive plus à réfléchir, on ne sait plus quelle décision prendre et au lieu de nous amener de la clarté et de la confiance dans la prochaine étape, ça nous amène à nous sentir plus découragés, saturés et Ouais, c'est là où c'est on un va avoir burn- besoin c'est de prendre un verre. en fait, c'est un burn-out mental. Ça, souvent, on le font physique. Et là, il faut compte, à force de ressasser la même pensée, le même problème. Voilà, et oui, Si on ne règle pas le problème, on a un burn-out mental. voilà, c'est ça. C'est des mini burn-out, c'est des saturations mentales où ça tourne au rond, ça tourne au rond et on n'a pas de solution. Et donc ça souvent, et le problème avec cela, c'est que c'est souvent des pensées qui sont pas vraiment conscientes. C'est-à-dire qu'elles se passent, elles se déroulent en arrière-plan. Donc ça, par exemple, le truc classique, c'est voilà, je suis en train de conduire, il va se passer 10-15 minutes où je suis complètement parti dans mes pensées. J'ai une idée du sujet auquel je pensais, mais je n'étais pas vraiment présent avec chacune de mes pensées. C'est une espèce de ressassement semi-consciente qui se fait. Donc ça peut se faire aussi lorsqu'on écoute quelqu'un, lorsqu'on travaille, où le mental part dans tous les sens. Donc ça, ce sont des pensées anxiogènes, non productives, et qui peuvent effectivement amener des mini burn-out où on sature, et surtout, ça ne nous aide pas à avancer. À l'opposé de cela, c'est de prendre l'habitude euh, de nous exprimer avec une beaucoup plus grande attention à ce qu'on est en train de dire. Donc ça, c'est un exercice que je propose quand je travaille un à un, c'est d'amener un sujet de tension, une personne a un dilemme, par exemple par rapport à un collègue de travail, il y a un non-dit ou il y a quelque chose qui ne va pas chez l'autre mais qu'elle n'ose pas lui dire, elle ne sait pas comment lui dire. Donc, il y a quelque chose qui la dérange, qui lui cause du stress. Et c'est d'essayer de réfléchir à cela
mais en gardant un ancrage dans le moment présent. C'est-à-dire de ne pas partir automatiquement dans les «Ah oui, il m'a dit ça, mais lui, il est comme ça», dans le partir dans le jugement, dans notre façon de réfléchir habituellement, mais de prendre un moment pour respirer. Donc, on fait habituellement un retour vers la respiration, prendre 2-3 minutes pour respirer et ensuite poser la question. Voilà, qu'est-ce qui me dérange chez cette personne? Et mettre en mots ce qui me dérange. Voilà, cette personne, bah, elle est pas, elle juge beaucoup. Elle n'est pas à l'écoute des autres et moi, j'aimerais que dans mon équipe, on soit un peu plus attentif à ce que tout le monde dise. Pourquoi cette personne, elle se comporte de cette façon, à ton avis? Je lui demande, j'ai demandé à cette personne. Et c'est une réflexion qui se fait avec beaucoup d'attention à ce qu'on dit. Donc là, Et il y a un côté méditation, il y a aussi un peu psychologie. c'est simplement une mise en lumière de ce qui se passe dans l'instant. Donc, c'est revenir dans ce que dans le moment présent, donc à travers mes sens, où je suis là attentif, et c'est réfléchir avec présence. Donc oui, c'est un aspect psychologique, mais la, la psychologie, c'est comprendre, c'est une connaissance de soi. Non, non, pourquoi je te pose la question, c'est qu'en fin de compte, ça veut dire qu'il faut le faire avec quelqu'un. Ça, on peut pas le faire tout seul. Non, oui, ça c'est, on peut le faire à deux, mais Ah d'accord. on peut parfaitement le faire tout seul aussi. Ah d'accord. Alors une fois qu'on a développé cet outil, cette habitude de réfléchir, et ça, c'est par exemple, on peut le faire par écrit aussi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça fait du bien d'écrire. Comme tu disais, ben, avant de dormir, mettre les choses en mots, parce que lorsque j'écris, je suis un peu plus attentif à ce à quoi je réfléchis. Si je prends le temps d'écrire, Paraît-il que le fait d'écrire avant de dormir, ça fait sortir les pensées comme si, on fait un geste, les pensées sortent de l'esprit et vont sur le papier. Bon, je pense pas que ce soit oui, totalement vrai, mais bon, oui, ben, disons que c'est une mise en lumière des pensées. On les voit plus clairement. d'accord. Parce qu'habituellement, encore une fois, les pensées, c'est très fragmenté. On n'est pas vraiment attentif à ce qu'on pense. On on part très vite dans le mental et le mental part très, très vite, mais on n'est pas vraiment présent avec ce qu'on pense. Donc l'idée, c'est vraiment de développer une plus grande clarté dans nos idées, dans nos valeurs, dans nos ressentis. Et ça, c'est possible qu'en étant capable de garder, encore j'utilise encore ce mot d'ancrage, c'est-à-dire encore garder une partie de notre attention attentive, présente. C'est-à-dire je suis en même temps là je te parle, mais je peux aussi voir, je suis présent à l'ordinateur devant moi que je peux voir, je suis présent au ressenti de mes mains posées sur mes jambes, sur mes cuisses. Donc je peux toujours avoir ces retours dans le moment présent et ça va me permettre de m'exprimer avec plus de présence et plus de clarté. Et c'est ça qu'on appelle la pleine conscience? C'est ça? Ça c'est oui, ça c'est un aspect de la pleine conscience. D'accord. Donc, c'est être pleinement attentif à ce que je perçois d'une part, donc ça c'est la première partie de la méditation, être attentif à, par exemple, le mouvement de la respiration, mais c'est aussi être pleinement attentif à ce que je communique, à ce que je dis, à mon corps, à comment je bouge dans l'espace. C'est une plus grande attention à ce qui se passe dans l'instant présent. Et ça, les sportifs, ils le travaillent, ils le développent. Toutes les personnes qui souhaitent donner le meilleur d'elles-mêmes développent cette qualité de présence. C'est vraiment être pleinement là. Être pleinement là, parce que quand je suis pleinement là, j'ai pleinement l'accès aussi à mes ressources. À l'opposé de cela, si je suis dans un mode de pensée fragmentée, dans le stress, en train de ressasser les éléments, si j'active le stress, comme mon avis, donc c'est une physiologie de survie qui s'active au niveau physiologique. Là, on peut le mesurer au niveau du taux du cortisol, du rythme cardiaque. C'est quelque chose qu'on connaît très bien. Et ce qu'on sait aussi, c'est que lorsqu'on est dans un mode de stress, même le cerveau fonctionne différemment. Donc, pour vraiment schématiser, le cerveau, on peut le diviser en deux parties ou deux fonctionnements. Tu as une partie plus profonde, qui est la partie plus primitive, qu'on partage avec les autres mammifères et avec les reptiles, qui est une partie instinctive de survie. Et ensuite, tu as ce qu'on appelle le néocortex, qui est une partie plus évoluée, qui est particulièrement développée chez les êtres humains. Et cette partie du cerveau, le cortex préfrontal, c'est cette partie qui nous permet de réfléchir, qui nous permet de relativiser, qui nous permet aussi qui nous donne cette capacité d'empathie, c'est-à-dire de vraiment écouter l'autre, de ressentir ce que l'autre ressent, qui nous permet de prendre des décisions. Donc c'est cette partie qui nous permet de créer. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que lorsque je suis en mode de stress,
c'est le cerveau reptilien, c'est le mode de survie qui s'active et qui va inhiber le cortex préfrontal parce que c'est une gestion des ressources. Le sang va aller au niveau de la partie survie du cerveau, de la partie primitive du cerveau, et va beaucoup moins irriguer la partie évoluée de notre cerveau, parce que c'est une partie qui est très gourmande en énergie. Si je suis en danger physique, si je suis face à un animal sauvage, c'est pas le moment de réfléchir, c'est pas le moment de communiquer, c'est pas le moment d'exprimer mes émotions. C'est le moment de prendre mes jambes à mon cou et d'utiliser toute l'énergie de mon corps pour fuir. Donc, lorsque je suis en mode de stress, lorsque je suis dans un mode de ressassement, de projection dans le mental, de perte dans les pensées, j'active la partie de ce cerveau, la partie survie du cerveau, et du coup, j'arrive plus à réfléchir. Et c'est souvent ça qui nous fait perdre nos moyens, que ce soit qui rend la prise de décision difficile parce qu'on n'a pas de clarté. Il y a vraiment cette partie du cerveau qui nous permet de voir clairement les choses, de bien exprimer les choses, elle fonctionne beaucoup moins bien. Donc là, le deuxième bienfait, c'est cette capacité d'aller de maintenir un état de calme, même lorsque je pense à des choses qui me stressent, à ces factures que j'ai à payer alors que j'ai pas les moyens. Si habituellement ça génère du stress et ça crée plus de confusion, maintenant, le fait d'avoir cette capacité de revenir vers moi et de me maintenir dans un état de calme, je vais pouvoir avoir accès à cette partie du cerveau qui va me permettre de voir peut-être quelque chose de nouveau, découvrir un chemin que je n'avais pas vu auparavant, qui va m'aider à sortir d'une situation compliquée. Donc ce deuxième bienfait, ça va nous permettre de réfléchir plus clairement et d'avoir plus de confiance dans notre capacité à prendre nos décisions. D'accord. Bah, c'est très important, je pense que ça va plaire à beaucoup. Donc en fin de compte, le troisième ensuite? Alors troisième, là aussi, ça va être l'évolution naturelle des deux premiers. C'est une fois que je suis capable de revenir vers moi, donc d'avoir ces moments de pause, et aussi de réfléchir, de mettre en mots, d'écrire ce qui est important pour moi maintenant. Là, le troisième bienfait, c'est là où on va dire où on va au contact de la réalité, c'est ma capacité de m'exprimer avec présence lorsque j'interagis avec les autres. Donc ça c'est un bienfait que personnellement j'adore et que je sais qui impacte grandement les gens et qui fait vraiment le lien entre cette pratique introspective où on est seul à travailler à revenir vers soi à travers donc la pratique de la méditation et la vie quotidienne. Donc comment le fait de méditer va vraiment impacter ma vie de tous les jours. Ça va l'impacter parce que je vais être capable d'exprimer ce qui est vraiment important pour moi. Donc là, j'ai un podcast, un blog que j'anime maintenant depuis 6-7 ans. Et l'un des retours que j'ai le plus souvent, ou l'un des problèmes que je vois le plus souvent, c'est les gens qui expriment un manque de confiance, qui me disent que lorsque je suis seul, lorsque je médite, lorsque je fais ce travail de développement personnel, ça va bien, je me sens mieux. Mais dès que je vais au contact des autres, dès que je dois parler à mes collègues, dès que je dois faire face à une figure d'autorité, à mon patron, dès que je dois exprimer mon intérêt à une personne qui me plaît ou que je dois vendre mes produits, là, je perds mes moyens. Là, je sens que j'arrive plus à réfléchir clairement, je perds mon sens de l'humour, je me sens pâteau, je stresse et je comprends pas pourquoi je stresse autant. Ce qui se passe, c'est que si on n'a pas développé cette capacité de présence et ma capacité aussi de m'exprimer avec présence, et qu'ensuite je vais aller me retrouver dans des situations stressantes, donc disons que je vais vendre un produit, que je vais confronter quelqu'un ou que je vais demander une augmentation à mon patron, donc des situations qui pour moi sont perçues comme des situations stressantes. Lorsque je vais me retrouver dans ces situations-là, comme on a vu tout à l'heure, je me mets en mode de stress et c'est le cerveau de survie qui s'active, mon cerveau qui me permet d'avoir de la répartie, qui me permet de dire les choses clairement, qui me permet d'avoir de l'humour, qui me permet de garder une posture ouverte, d'être là, vraiment là, attentif à l'autre. Cette partie, elle n'est plus là. Et on perd complètement nos moyens. Et même si on essaye de se motiver mentalement, se dire, bon, ça va, tu peux parler devant ce groupe de personnes, tu peux dire à cette personne qu'elle te plaît, à cette fille ou à ce garçon qui te plaît, c'est pas grave s'il n'est pas intéressé. Même si mentalement on essaie de se motiver auparavant, lorsqu'on va être dans cette situation, si on n'a pas développé cette capacité de rester calme
et de garder l'accès ouvert à nos ressources, de rester dans le présent et de nous exprimer clairement. Dès qu'on va se retrouver hors de notre zone de confort, dès qu'on va aller se stretcher un peu, on va perdre nos moyens. Donc, le fait d'avoir développé une plus grande écoute au moment présent, d'avoir développé cette écoute, cette capacité de m'exprimer, lorsqu'ensuite je vais être face à une situation stressante ou tout simplement à une situation qui va être nouvelle, et ça on le vit très souvent lorsqu'on est dans le monde de l'entrepreneuriat ou qu'on construit des projets Ou du travail classique, hein, ouais. ou du travail classique, dès que je vais dans cette situation-là, je vais aussi être capable de, d'être pleinement moi, simplement ça. Et ça, c'est quelque chose que sur lequel je reviens souvent à travers les épisodes, c'est l'idée, c'est pas de vous améliorer, l'idée, c'est pas de développer plus de savoir, de développer plus de compétences ou de changer votre apparence physique ou de changer votre façon de parler. Non, la priorité, c'est déjà d'avoir accès à toutes les qualités que vous avez déjà en vous. Parce que, voilà, comme on a vu, beaucoup de personnes ont un tas de qualités, mais perdent l'accès à ces qualités lorsqu'elles vont dans une situation hors de leur zone habituelle, hors de leur zone de confort, lorsqu'elles vont au contact des autres. Donc, si on commence à développer les outils pour garder cet accès ouvert, ça va nous ouvrir énormément de portes. Donc, imagine simplement pouvoir être pleinement toi, comme tu es avec ton meilleur pote, lorsque tu es face à un potentiel client, lorsque tu es face à un public, pouvoir avoir cette même aisance, donc ces mêmes accès à toutes tes qualités dans toutes ces situations. Eh bien, déjà, ça va nous permettre euh, d'exprimer plus clairement ce qu'on veut, ça va nous permettre d'être de meilleurs vendeurs, ça va nous permettre d'avoir de plus facilement persuader les autres, de les amener dans notre projet, ça va nous permettre de prendre plus de plaisir aussi dans l'interaction avec les autres parce qu'on n'est pas tendu, on n'est pas en train de lutter contre un sentiment inconfortable, on est pleinement soi. Donc c'est vraiment, il y a vraiment un lien très intime entre ma capacité de passer 10-15 minutes chez moi à être attentif à ce que je ressens et ma capacité à complètement modifier la qualité de ma vie.